Mardi 8 février 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva. À la une des actualités de ce jour, après Vadvav et Fitvnan, le président de la République s'est également rendu dans la Tsimouatsnan pour réconforter et apporter de l'aide aux sinistrés du cyclone Batsirai. Mis à part la réhabilitation des infrastructures ravagées, des nouvelles infrastructures vont également être construites à Farafangan, à Judikel, Randjanirin et Indra Zanjaibe. Farafangan n'a pas été épargné par le cyclone Batsirai. En effet, la région Tsimouatsnan compte actuellement 9 841 sinistrés, dont 6 800 localisés à Farafangan. 12 000 hectares de rizières sont inondés, les établissements administratifs, les écoles et de nombreuses habitations ont été endommagées, d'où l'urgence des aides. Dans ce cadre, le président de la République et son épouse, la première dame, leur a offert des vaccins comprenant du riz, des légumineux, de l'huile et du savon. 753 toitures en tôle ont également été octroyées pour les familles dont les toits des habitations ont été emportés par Batsirai. Le BP d'Anivram est également ravagé, l'enseignement est totalement interrompu car les 320 élèves se retrouvent sans salle de classe. Selon les explications, cette infrastructure date de 1958 et les 4 salles de classe ne suffisent plus aux élèves. Une nouvelle école devrait y être construite. La réhabilitation des infrastructures endommagées se fera en urgence, avance le président de la République. Les infrastructures manquantes y seront également construites, à l'instar des gymnases, bénéfiques pour les jeunes et utiles dans les situations de sinistre. Le président de la République a réitéré que les Malagasy font partie d'une même famille et en tant que Rayamanjane des Malagasy, il veillera toujours sur eux, surtout dans les moments difficiles. Et après Mananzar, le président de la République, accompagné de sa femme, s'est rendu à Manakar, où plus de 7000 personnes sont sinistrées. Mis à part l'aide aux sinistrés et la réhabilitation des infrastructures ravagées, le président de la République a également annoncé la construction du pont de Manakar-Abe, une construction que les habitants ont attendue pendant des dizaines d'années. Les travaux sont envisagés durer 3 mois au maximum. Toujours un reportage de Judikel Randjanirin et Indra Zanjaibe. La population locale était remplie d'espoir en accueillant le président de la République et son épouse à Mananzar hier. Ce district compte 235 000 sinistrés, dont 8 000 sinistrés rien qu'à Manakar, qui a subi de multiples dégâts. En effet, les bâtiments administratifs, les églises, les écoles, l'hôpital ainsi que les locaux de la gendarmerie et de l'armée ont tous été endommagés. Le chef de l'État a ordonné qu'un bilan de tous les dommages soit effectué au plus vite. L'on va procéder au recensement des sinistrés dont les toits de maison ont été emportés par le cyclone. Les toitures en tôle leur parviendront par la suite pour y remédier. À l'instar de Mananzar, les sinistrés de Manakar bénéficieront des aides de l'État à travers les vaccins et les aides financières. Les routes coupées vont urgemment être réhabilitées. D'ailleurs, le ministère des Travaux publics accompagne le président de la République dans cette descente. Le pont de Manakar-Abe va également être réhabilité, un pont qui a été endommagé bien avant Batsirai. Le pont de Manakar-Abe n'était plus opérationnel depuis 2011. À la grande joie de la population locale, le président a annoncé sa construction hier. Les travaux de ce pont du long de 152 mètres vont immédiatement commencer dès que l'eau atteint son niveau normal. Des travaux qui dureront 3 mois au maximum. Les armatures métalliques sont déjà sur place dans le cadre de la construction de ce pont qui s'inscrit parmi les pèlerins du président. La délégation présidentielle a poursuivi sa visite dans d'autres districts ce jour. Le système des Nations Unies apporte son soutien à Madagascar afin de réparer les dégâts occasionnés par le passage du cyclone Batsirai. 15 régions dans le pays ont été touchées par ce cyclone et les régions Vadvav et Fitvnan ont été les plus impactées. Le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, Issa Sanogo, a réitéré que des réponses vont être déployées par les Nations Unies avec les partenaires techniques afin d'aider les populations, comme dans le district de Mananzar et Manakar. Des évaluations approfondies sont déjà en cours en ce moment afin de connaître les besoins des sinistrés.
Mais en attendant, des kits hygiène ont déjà été distribués par l'UNICEF ce jour. Les Nations Unies, avec le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, ont visité des zones les plus touchées par Batiray ce jour. Écoutons le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar. Je dois déjà dire que les réponses sont en cours parce que, comme je le disais, il y a un plan de contingence qui a été bel et bien défini par rapport au cyclone, qui a permis de commencer à répondre dès le premier jour, qui a permis aux équipes du gouvernement, les partenaires, que ce soit de la société civile, que ce soit les acteurs au développement ou humanitaire, de se déployer avant même le cyclone, avec des stocks prépositionnés. Et ces stocks prépositionnés contiennent par exemple des équipements, des kits d'hygiène, des kits pour l'eau, des équipements de la nourriture, etc., qui sont déjà en train d'être déployés sur le terrain. Avec les évaluations qui sont en cours, cela nous permettra de mieux apprécier le niveau de dégâts pour que les préparations en cours pour répondre puissent continuer à se mettre en place. 29 personnes sont décédées suite au passage du cyclone Batiray à Madagascar, d'après le bilan provisoire officiel du BNGRC ce jour. Démontant les nombres statistiques publiés sur les réseaux sociaux, le BNGRC a souligné que seuls ceux qui ont été confirmés peuvent être rapportés dans le bilan officiel. Les personnes encore portées disparues ne peuvent également pas être rapportées comme décédées, toujours d'après les explications dans ce reportage de Fanjessé Namira et Yves Janel. Selon le bilan provisoire du BNGRC au Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, vers 14 heures, 29 personnes sont décédées suite au passage du cyclone Batiray à Madagascar. On compte actuellement 91 066 sinistrés, soit 18 842 ménages. 13 125 parmi ces ménages ont été évacués vers les sites d'hébergement, soit 59 680 sinistrés. Le BNGRC rapporte également que des routes sont encore coupées jusqu'à aujourd'hui, notamment au niveau de la RNS 25, au PK 25, PK 22, PK 164. Au niveau de la RN7, au PK 331 plus 200, entre Vuipus et Amboumassou, et dans la Timotsnanan, RN12, PK 275 plus 200, RNT 18, PK 2 plus 00, dans la région Minabé, au niveau de la RNT 8, PK 80 plus 00, Minabé. Le responsable du BNGRC souligne qu'on ne peut pas déclarer les personnes portées disparues comme étant mortes, car l'on doit d'abord procéder à une justification avant une telle affirmation. Mis à part les dégâts causés par le cyclone Batiray, 38 sites d'hébergement sont toujours en place à Nalamang suite au passage du cyclone Ana. L'invasion des criquets à Madagascar est totalement maîtrisée selon les explications apportées par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage hier à Anous. Nous nous sommes bien préparés pour cette année. À cet effet, une superficie de 20 000 hectares a pu être protégée. La lutte contre l'invasion des criquets se poursuit toujours à l'heure actuelle. Ça, Sylvain, sur les images de Setia Indiana. Si auparavant nous avons dû nous préparer pour affronter les invasions de criquets, actuellement nous disposons désormais d'une stratégie pour prévenir les invasions. L'on a procédé à une enquête sur une superficie de 17 millions d'hectares. Cette enquête a permis de définir leurs zones de reproduction. Cette stratégie contre les invasions a commencé à être appliquée depuis le mois de décembre 2021. Des formations et des équipements ont été octroyés dans ce cadre. Le budget à cet effet était également suffisant d'après les explications. 2 hélicoptères sont à la disposition pour l'application de cette stratégie. Une superficie de 3000 hectares a pu être épargnée d'une invasion la semaine dernière suite à la pulvérisation d'insecticides sur terrain et aérienne d'après les informations reçues par nos journalistes. Les cultivateurs peuvent donc souffler car il n'y aura plus d'invasion d'une telle ampleur suite aux efforts fournis par le ministère. Et sur un tout autre sujet, aucune demande de rançon n'a été reçue jusqu'ici dans le cadre de l'affaire de kidnapping de l'enfant de nationalité indienne âgé de 3 ans, survenue hier à Moudvunkel et à Mboumanarn. La recherche des 5 kidnappeurs se poursuit encore à l'heure actuelle. À titre de rappel, le petit garçon, revenant de l'école en voiture accompagné d'un homme de peine, a été kidnappé, d'après nos sources,
Les kidnappeurs ont menacé l'homme qui l'accompagnait et qui a donc été contraint de leur livrer l'enfant. Ces derniers ont pu par la suite pris la fuite en moto. L'un des motos a percuté un bus à 100 mètres du lieu de kidnapping et les kidnappeurs l'y ont abandonné. Les revenus des ménages malagasy ne correspondent pas au nombre de leurs enfants, d'après le directeur régional du ministère de la Population ce jour. Une situation qui pèse également sur l'économie du pays, d'où la priorité de l'atteinte de l'objectif de l'État, qui est d'atteindre le taux de 60% de recours au planning familial à Madagascar pour l'année 2023. Reportage. La plupart des femmes malagasy ne sont toujours pas convaincues sur l'utilisation du planning familial pour cause l'appréhension et le manque de connaissances sur cette méthode. Le taux d'utilisation de la contraception pour les femmes mariées est d'ailleurs en dessous de 50% et encore moins pour les femmes non mariées. La contraception qui est un moyen d'éviter les grossesses non désirées. Une enquête a été menée et a confirmé que le déséquilibre entre le revenu d'un ménage et le nombre d'enfants entraîne la pauvreté autant pour le ménage que pour le pays. Si une famille gagne environ 260 000 lariars, mais prend en charge 6 enfants, il semble difficile pour cette famille de se relever de la pauvreté. L'on doit donc maîtriser cet équilibre afin d'y remédier. Le ministère de la Population a octroyé une formation sur le planning familial depuis le 26 janvier dans les 23 régions de Madagascar. Une formation qui s'est achevée aujourd'hui pour la région Analamang à Ankadkelilaf. Tana Design Week est un événement de design soutenu par la commune urbaine d'Antananarive. Cet événement, initié par le Conseil pour les arts et la culture d'Antananarive, aura lieu du 11 au 19 mars prochain à la gare de Soaran. Le thème pour cette édition 2022 est « Il était une fois 1001 objets mangue » du fait du nom de la ville d'Antananarive et d'Analamang. Ce sera également une occasion de promouvoir le design malagasy. 8 designers y participeront. Reportage. Le projet Tana Design Week a été initié dans le cadre du Conseil consultatif pour les arts et la culture de la ville d'Antananarive, dont nous sommes membres constituants. L'événement est soutenu par la mairie d'Antananarive. Il faut noter que Tana Design Week, ce n'est pas un salon ou un bazar, c'est un événement qui va réunir des designers, des artisans et montrer aux habitants d'Antananarive une autre manière de découvrir le design sans avoir absolument à acheter quelque chose. Tana Design Week est un label événementiel dont la première édition se tiendra du 11 au 19 mars 2022 à la gare Soaran. C'est un label événementiel qui sera amené à être récurrent tous les ans. Le design à Madagascar est déjà largement représenté à l'international. Le contexte, c'est que il y a un vide à Madagascar en matière de manifestations liées au design. Ceci étant, on est très présent à l'international, comme Youb a évoqué tout à l'heure, comme quoi on était présent à la Biennale de Porto, on était présent à Lille Métropole, et pourtant à Madagascar, il n'y a rien. L'objectif de Tana Design Week aussi, c'est de montrer tous les acteurs du design, donc entre les designers, les artisans, mais les éditeurs aussi, et les entreprises qui ont recours au design. Un des premiers objectifs de Tana Design Week, c'est de valoriser les différentes pratiques et approches du design. Il y a une partie qui est extrêmement importante, c'est l'implication des Tananariviens, des habitants de la capitale, à se réapproprier leur ville à travers la conception de mobilier urbain. Parce qu'il faut noter que le design, c'est aussi cette démarche qui implique les usagers dans le mode de conception. Et donc, on veut impliquer les Tananariviens à consommer de la culture et aussi à se réapproprier leur ville. Donc Tana Design Week invite le public le plus large possible, Tananarivien, les habitants de Tananarive, sans distinction d'âge, sans distinction d'origine, sans distinction de sexe. Et c'est aussi les 1000 visages d'Antananarive qu'on invite à venir à notre rendez-vous culturel à la gare. Durant cette semaine, le public découvrira c'est quoi le design, c'est pas seulement l'objet, c'est tout le process qui se trouve derrière l'objet, parce qu'en effet, on a tendance à cristalliser. Pour cette édition 2022 de Tana Design Week, le thème, ce sera « Il était 1001 objets manque », « Injayandru Zavacha arrive ».
C'est en résonance avec l'histoire d'Antananarive, la ville des Mille, et puis qui a été nommée avant d'être Antananarive, en Alamangue, la forêt sacrée. Donc notre thème, c'est cette association de Arive et de Manga. Manga, pas dans le sens bleu, mais plus dans le sens iconique, excellent, tsar et sacré. Parce que l'objet aussi prend une dimension sacrée quelque part. Il y a une citation, un terme de design qui dit « objet inanimé, avez-vous une âme ?» Donc c'est quelque part quelque chose de sacré aussi l'objet. C'est d'où le thème « Il était une fois, mais il est un objet mangue ». La gestion financière de l'OMDA est transparente et aucun détournement n'a été constaté d'après les explications apportées par son ancien directeur hier. Les enquêtes à répétition de l'IGE ou Inspection Générale de l'État l'ont clairement prouvé, toujours d'après ce dernier. Adzarinzarive ne souhaite également pas persister sur ce poste, contrairement à ce que beaucoup prétendent. Ça, Sylvain, sur les images de Secha Anjenab. L'arrêté portant sur l'annulation de la nomination de Adzarinzarive, l'ancien directeur général de l'OMDA, Office malagasy des droits d'auteur, a fait polémique sur les réseaux sociaux. La rumeur court également selon laquelle Adzarinzarive aurait détourné des fonds durant sa gestion de l'OMDA. À noter que l'IGE ou l'Inspection Générale de l'État a déjà procédé par 2 fois à un audit de l'OMDA sans rien découvrir en ce sens. Adzarinzarive affirme être ouvert à une passation de pouvoir d'après ses propos. À titre de rappel, l'OMDA œuvre pour la protection des droits d'auteur jusqu'à la prévoyance sociale des artistes et même sur la protection de ces derniers à l'échelle internationale. La nomination du successeur de Adzarinzarive est donc attendue, ce dernier qui était à la tête de l'OMDA durant ces 20 dernières années. Et concernant les actualités internationales de ce jour, le président russe Vladimir Poutine s'est engagé pendant son entretien avec son homologue français Emmanuel Macron à s'abstenir de lancer dans l'immédiat de nouvelles manœuvres militaires près de l'Ukraine afin de favoriser une possible désescalade. Les tensions restent tout de même au plus haut et Emmanuel Macron entreprend désormais un voyage diplomatique à Kiev pour rencontrer le président ukrainien. France 24. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis l'été 2019. Sur la table des négociations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, de nouveau, le dossier brûlant de l'Ukraine. L'objectif du président français, obtenir des signes de bonne volonté pour faire retomber la tension, alors que plus de 100 000 soldats russes multiplient les manœuvres aux frontières de l'Ukraine. Après 5h30 d'entretien, Emmanuel Macron se félicite des premiers échanges avec son homologue. Bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Vladimir Poutine réaffirme ses deux exigences pour une baisse de tension à la frontière ukrainienne, pas d'expansion de l'OTAN, pas de déploiement des systèmes de combat sur la frontière russe. Pour lui, les autorités ukrainiennes devraient mettre en œuvre les accords de Minsk, qui prévoient notamment un cessez-le-feu. Il me paraît évident qu'aujourd'hui, les autorités de Kiev se sont attelées à démanteler les accords de Minsk. Il n'y a pas de progrès en ce qui concerne la réforme constitutionnelle, l'amnistie, les élections locales ou encore sur le statut du Donbass. Le chef de l'État français est le premier dirigeant occidental de premier plan à rencontrer Vladimir Poutine depuis l'accroissement des tensions en décembre, une initiative saluée par le maître du Kremlin. Je considère un certain nombre des propositions d'Emmanuel Macron, mais il est probablement trop tôt pour en parler, comme possible pour jeter les bases d'avancées communes. De notre côté, nous ferons tout pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde. Pendant ce temps, à Washington, le président américain continue de mettre en garde la Russie contre toute attaque de l'Ukraine. Joe Biden se dit prêt à condamner le gazoduc Nord Stream 2. Si la Russie envahit, cela veut dire si des chars ou des troupes traversent à nouveau la frontière ukrainienne, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Emmanuel Macron, quant à lui, poursuit sa tournée diplomatique. Il se rend ce mardi à Kiev, où il rencontrera le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
Et même si les troupes russes ne sont à quelques kilomètres des frontières, les militaires et civils ukrainiens tentent de garder leur calme face à la menace d'invasion. Certains se préparent à une éventuelle guerre, mais beaucoup ne croient pas à un réel combat armé. France 24. Par-delà cette frontière, la Biélorussie. Les troupes et l'artillerie russe sont à 50 km à peine. Pourtant, ces gardes-frontières ukrainiens gardent leur calme. Державні прикордонні служби є бойові резерви, які у разі необхідності будуть найкоротші терміни підтягнуті до охорони державного кордону. Jusqu'à présent, malgré la menace russe, les gardes-frontières n'ont pas relevé leur niveau d'alerte. Les images de leurs drones envoyés en reconnaissance les rassurent. La quasi-totalité de cette frontière est couverte de forêts et de marécages. Un terrain que les tanks comme celui-ci, un trophée ramené du Donbass et offert au musée militaire de Tchernihiv, auront du mal à traverser. На карте, как это рисуют, если видели стрелочки, там Украина и со всех сторон там стрелочки, вот если тут войска, значит они будут наступать вот напрямую по Киеву. А на самом деле это очень, очень сложно. Не могу сказать, что невозможно, но очень сложно. Originaire du Donbass, dont il a fui les bombardements en 2014, Mikhailo Jivorov prend pourtant la menace russe très au sérieux. Tout comme les autorités municipales, qui, elles, ont pris les devants. Они заявили, что мы остановим все программы развития города, социальные программы, и пустим эти деньги на укрепление обороноспособности города. Pour l'heure, à Tchernihiv, la vie suit son cours. Seul indice alarmant, les indications des abris-bombes ont été repeintes. Они способны укрыть 80% населения, но там нет туалета, там нет воды. Поэтому в случае военных действий основная часть населения будет эвакуирована. Les abris au sein des institutions publiques, eux, sont mieux équipés, comme dans cette maternité. Таких помещений около 100 в городе Чернигове. Конечно, чувствуем. Раз войска стоят вдоль границ Украины, значит, мы же понимаем, что если ружье висит на стене, оно может и выстрелить. Ici, il y a déjà des pelles et des pioches pour creuser à travers les décombres. Et au Canada, alors que la situation semble dans l'impasse à Ottawa, où les manifestations anti-mesures sanitaires continuent, un débat a été organisé lundi en urgence au Parlement canadien. Critiqué pour son absence ces derniers jours, le Premier ministre Justin Trudeau a promis que le gouvernement fédéral serait présent. Un bruit auquel sont habitués les habitants d'Ottawa depuis maintenant 11 jours. Ici, les camionneurs n'en démordent pas. Ils réclament toujours la fin des mesures sanitaires au Canada et sont soutenus par une partie de la population venue manifester avec eux. Ce lundi, le maire de la capitale canadienne a demandé au gouvernement de nommer un médiateur pour entamer des discussions avec les protestataires. La veille, il avait déclaré l'état d'urgence dans la ville. Depuis, la police a annoncé avoir saisi des milliers de litres de carburant servant à approvisionner les camionneurs. Il y a une semaine, il y avait plus de 3000 camions et véhicules. Ce week-end, le nombre a été réduit à 1000 camions et environ 5000 manifestants. Il y a eu des rassemblements ce samedi, mais quasiment pas vendredi ou hier dimanche. Et ça, c'est le résultat de nos actions de fermeté. Toute aide matérielle apportée aux manifestants est désormais passible d'arrestation. Des mesures drastiques pour limiter le ravitaillement en carburant, mais qui ne découragent pas les protestataires. Le mouvement, baptisé Convoi de la Liberté, protestait à l'origine contre l'obligation pour les camionneurs de se faire vacciner pour franchir la frontière avec les États-Unis. Mais depuis, la contestation s'est élargie. Elle vise l'ensemble des mesures sanitaires ainsi que le gouvernement de Justin Trudeau. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée, Aline. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.